Bonjour à tous, Mickaël Oana du CHU à Strasbourg. J'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter un cas clinique en imagerie cardiaque. On parlera de coroscanner. C'est parti. Voilà, j'ai donc le plaisir de vous présenter ce cas clinique en imagerie cardiaque. Il s'agit d'un patient de 51 ans qui est suivi depuis quelques années en médecine du travail pour des extrasystoles ventriculaires peu symptomatiques. Il a quelques facteurs de risque, une HTA essentielle, un petit surpoids, un tabagisme mais sevré il y a plus de 20 ans, une hérédité cardiovasculaire limitée chez des oncles maternels et principalement une hypercholestérolémie. Le CG de contrôle réalisé dans le cadre de la médecine du travail met en évidence l'apparition d'une onde Q dans le territoire inférieur, onde Q qui n'existait pas sur les précédents examens. Dans ce contexte, une épreuve d'effort est demandée. Cette épreuve d'effort revient négative. Le cardiologue demande à la suite de ces examens un coroscanner. Alors, premier point de discussion, quelle est la pertinence de l'indication du coroscanner dans ce dossier? Alors, on pourrait dire, certes, il s'agit d'un patient avec un risque cardiovasculaire limité. C'est un homme, mais il est jeune. Il a des facteurs de risque moyens. L'épreuve d'effort a été réalisée en première intention, cette épreuve d'effort est négative, pourrait argumenter qu'on peut s'arrêter là. Sauf qu'il y a des anomalies nouvellement apparues à l'ECG, suggestives d'un phénomène ischémique. Donc effectivement, dans ce cadre-là, il est difficile de se reposer exclusivement sur l'épreuve d'effort et le coroscanner est un très bon examen de dépistage anatomique des lésions ischémiques. Finalement, ce qu'on aurait pu se dire, c'est est-ce que l'épreuve d'effort dans ce cadre-là était nécessaire ou pas? Ça peut toujours se discuter. Alors, le coroscanner est demandé. On réalise tout d'abord dans l'examen un score calcique. Je vais le revoir avec vous. Alors, le score calcique, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une acquisition qui est très standardisée, sans injection, synchronisée à l'ECG, et dans lequel la machine va nous détecter tout ce qui dépasse un certain niveau de densité, 130 unités Hounsfield. Ce niveau de densité correspond aux calcifications, il correspond à l'os, il correspond aussi si par exemple il y a du métal au niveau du champ d'exploration. Notre objectif va simplement être d'indiquer à la machine qu'est-ce qui correspond à des calcifications sur les artères coronaires. Donc vous voyez ici, on a des calcifications linéaires sur le tronc commun et sur l'IVA qu'on va entourer. Là ici, nous avons aussi des calcifications sur le tronc commun, l'IVA, une diagonale. Ici, sur la circonflexe. Ici, sur la coronaire droite. Voilà, nous continuons d'entourer ceci. Donc effectivement, le patient est significativement calcifié. Ici, ici. Alors voilà, là je le fais de manière manuelle. Sur les logiciels les plus modernes, il existe une reconnaissance semi-automatique des calcifications qui permet d'avoir une pré-segmentation des calcifications coronariennes. Voilà, on a terminé. Donc on va se retrouver avec un score calcique qui est le score d'Agatston. Ce score-là correspond en fait à une quantification des calcifications en fonction de leur taille, en fonction aussi de leur densité. Donc là, vous voyez que le score calcique coronarien est à 597. Alors quand on a un score à 597, on peut se demander est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Alors il y a différentes façons d'appréhender le score calcique. La façon la plus simple, c'est binaire. Il est négatif, il est positif. Score calcique à 0, il n'y a pas de calcification, c'est ce qu'il y a de mieux. Score calcique positif, il y a des calcifications. Plus le score est élevé, plus le risque cardiovasculaire est important. On peut aussi avoir une approche semi-quantitative. Généralement, on considère que de 0 à 100, c'est peu élevé. De 100 à 400, c'est moyennement élevé. Et au-delà de 400, c'est très élevé. Sauf que, en fonction de l'âge, du sexe du patient, ça va varier. Donc, la meilleure approche pour pouvoir situer le risque cardiovasculaire d'un patient, elle consiste à faire appel à un outil
qui a été développée dans le cadre de l'étude MESA, Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. C'est une grande étude nord-américaine qui a inclus des milliers et des milliers de patients, environ 10 000, chez qui ont été réalisés des scores calciques. Et donc, on voit ici, on peut rentrer l'âge du patient, le sexe, l'ethnicité. Donc, par défaut, on met white, puisque c'est ce qu'il y a de pire. Et ici, le score calcique, 597. Et puis après, on va calculer. Donc, le calcul nous donne que ce patient est au 98e percentile. Ça veut dire que par rapport à une population d'hommes blancs de 51 ans, eh bien, il est dans les 2% les pires en termes de score calcique. Donc ça nous permet de situer le patient par rapport à une population, et donc ça va nous donner une indication sur le risque cardiovasculaire, d'événements cardiovasculaires indésirables de ce patient. Donc là, clairement, son risque, il est très élevé, puisqu'il a un score calcique qui est extrêmement élevé. Alors bien évidemment, on ne s'arrête pas là. Le score calcique, c'est simplement un marqueur du risque. On réalise le véritable coroscanner qui nécessite une injection de produits de contraste pour opacifier les artères coronaires. Alors dans ce cadre-là, notre patient est un patient idéal puisqu'il a un rythme cardiaque lent et régulier à 53 battements par minute. On peut donc faire une acquisition prospective simple dans laquelle on va obtenir une bonne qualité d'image. Alors voici le coroscanner du patient qui est chargé. Première étape, c'est de regarder la qualité de l'examen. La qualité de l'examen, elle va s'apprécier sur d'une part la qualité de la synchronisation ECG. Donc nous allons regarder les structures habituellement mobiles, comme ici les coronaires, l'aorte ascendante, les queues aortiques. On voit que ces structures ont été parfaitement immobilisées, donc la synchronisation ECG a été efficace. Deuxième chose à voir, c'est le rehaussement. On voit ici qu'effectivement le rehaussement au sein des coronaires est le plus intense de l'ensemble de l'acquisition. Donc nous avons ici une acquisition qui a été déclenchée au bon moment, quand le produit de contraste était au niveau des coronaires. Et enfin, la dernière étape consiste à regarder le bruit au niveau de l'image pour s'assurer que la dose délivrée a été correcte. On voit ici que le bruit est tout à fait contenu, il est même plutôt modeste. Donc, on est face à un examen d'excellente qualité technique que nous allons pouvoir interpréter. Alors, l'interprétation peut se faire de différentes manières. On peut avoir, comme ici, des reconstructions 3D semi-automatiques qui nous permettent de nous repérer visuellement dans l'espace et de voir où se situent les anomalies. Donc là, par exemple, ici, on devine déjà qu'il y a une lésion sur la coronaire droite. On voit aussi que l'origine des coronaires est normale, il n'y a pas d'anomalie de naissance des coronaires. Cependant, ces reconstructions 3D sont trop grossières pour pouvoir faire une analyse fine. Alors on peut aller plus loin, on peut faire des reconstructions curvilignes, comme ici où on va défiler par exemple le long de l'IVA. On va pouvoir zoomer et on va pouvoir ainsi regarder ce qui se passe au niveau du vaisseau. Alors ces reconstructions curvilignes sont très utiles pour analyser la lumière et les parois de la lumière, mais pareil, c'est des reconstructions qui sont susceptibles d'artefacts qui ne sont pas forcément toujours d'excellente qualité. Et donc moi ce que je recommande, c'est principalement d'analyser les structures vasculaires sur les coupes axiales, éventuellement les coupes obliques aussi. Alors on peut appréhender une approche par segment qui est probablement la plus utile. On voit ici le tronc commun qui est long, qui est perméable, qui présente des calcifications pariétales, mais qui n'a pas de sténose significative, on n'a pas de sténose supérieure à 50%. On voit que ce tronc commun se divise en une IVA, une marginale, un ramus, donc une bissectrice, et ici une circonflexe. Et on voit notamment à la portion distale du tronc commun et la portion initiale de l'IVA, cette structure ici qui correspond à une plaque fibrocalcique qui réalise une sténose aux environs de 50% à ce niveau-là. Par la suite, si on part sur l'IVA, on a ici l'IVA proximale, première diagonale, IVA moyenne, deuxième diagonale qui naît ici, IVA moyenne, puis après notre IVA distale. Donc sur l'IVA, qu'est-ce que l'on voit? Notre IVA proximale est relativement courte, il y a la fin de la
lésion de la plaque située à l'ostium, avec une sténose qui est non significative. Notre IVA moyenne entre la première et la deuxième diagonale, pareil, est assez courte, elle est peu infiltrée, il n'y a pas de sténose significative. Notre IVA distale, on le voit, plonge ici à ce niveau-là. Elle est recouverte d'une petite portion de myocarde, il y a un pont intramyocardique. Puis après, elle ressort pour avoir un chemin épicardique habituel, avec une IVA distale qui apparaît peu infiltrée, circulante, sans sténose. Les diagonales sont correctement visualisées, faiblement athéromateuses. Là, ici, on voit une petite plaque, pas de sténose significative. Le ramus, ici, la bissectrice est grêle, elle est perméable. Puis après, nous avons notre coronaire, notre circonflexe, qui présente un rétrécissement significatif sur une plaque non calcique ici. Alors après, si on veut mieux appréhender, on peut tout à fait se centrer dessus et essayer de dégager au mieux la circonflexe. Vous voyez, on peut tout à fait tourner autour. Et on voit à ce niveau-là qu'il y a un petit rétrécissement, probablement de l'ordre de 40 à 50% maximum. Puis la circonflexe est assez grêle, avec de nouveau des rétrécissements de l'ordre de 50 à 60% par ici. Une marginale 1 très grêle, une circonflexe distale grêle, non dominante. Coronaire droite, fortement infiltrée, avec ici un peu d'athérome, surtout dans son deuxième segment. Et on le voit par ici, une zone où il y a un rétrécissement significatif. Et enfin, sur le troisième segment, une zone, là ici, avec un rétrécissement qui est extrêmement significatif, qu'on peut essayer de dégager sur les autres acquisitions et qui correspond à ce qu'on devinait sur la reconstruction 3D. Alors on peut aussi s'aider du MIP qui permet d'épaissir les coupes, de sommer les coupes, et on voit ici effectivement, là on a un calibre coronarien droit normal. Là ici on voit clairement la réduction de calibre sur de l'athérome non calcique, qu'on devine aussi ici avec une sténose probablement aux environs de 70 à 80%. On peut aussi regarder en MIP axial, et donc ça nous permet de voir qu'effectivement on avait nos calcifications sur le tronc commun qui mordaient sur la portion ostiale de l'IVA, quelques lésions non significatives sur l'IVA, des lésions intermédiaires sur la circonflexe, des lésions intermédiaires sur la coronaire droite dans son deuxième segment et significatives, probablement supérieures à 70% dans son troisième segment. Alors là, on a terminé l'analyse du coroscanner proprement dit, c'est-à-dire l'analyse des coronaires. Alors, on ne s'arrête pas ici, puisqu'on va analyser le reste de ce qui est dans le champ de vue. Et là, quand on regarde, il y a quelque chose d'extrêmement important ici, puisque vous voyez, quand on regarde le myocarde, on a une différence de densité franche à la partie inférieure du myocarde. Donc pour mieux le voir, on va essayer de se mettre dans les plans de référence, qui sont les plans de cavité. Donc ici, on a un plan de cavité, ici, on a un plan 4 cavités, et ici, on a un plan petit axe. Et donc dans le plan petit axe, on voit ici, de manière très claire, un amincissement significatif de la paroi inférieure, avec une anomalie de densité, avec une hypodensité qui est de topographie sous-endocardique. Donc là, ici, on a un myocarde qui est normal, tant en termes d'épaisseur qu'en termes de densité. Ici, on a un myocarde anormal, hypodense, sur le versant sous-endocardique, avec, là ici, un amincissement au niveau de son épaisseur. Il s'agit d'un infarctus constitué dans le territoire inférieur et inféroseptal, basal et médian. Probablement dans le territoire d'une coronaire droite dominante qui correspond à la lésion significative qu'on avait vue. Quelle est donc la conclusion de cet examen ? Notre coroscanner a permis d'une part de définir le score calcique du patient, un score calcique, on l'a vu, très élevé, au 98e percentile,
D'autre part, il a permis d'analyser l'anatomie et donc la perméabilité des artères coronaires. Toutes les artères coronaires étaient perméables, il n'y avait pas d'occlusion. Par contre, il y avait des lésions mixtes, significatives, par endroits sévères, tout particulièrement sur la coronaire droite. Enfin, d'une manière très importante, le coroscanner a permis dans ce cas précis de mettre en évidence de manière certaine, avec une aussi bonne sensibilité que pour l'IRM, eh bien, la présence d'un infarctus constitué dans le territoire inférieur et inféroseptal. Donc, cet examen nous a permis d'affirmer le caractère ischémique de l'anomalie ECG qui avait été détectée. Donc, on confirme l'origine ischémique secondaire à de l'athérome coronarien, majoritairement sur la coronaire droite, et donc le patient a été référé par la suite en coronarographie pour prise en charge thérapeutique. Donc, quels sont les messages que cet exemple simple du quotidien peut faire passer? Ça, c'est très connu, mais finalement, ça ne fait que montrer que l'épreuve d'effort est un examen de dépistage dont la fiabilité est toute relative, avec un nombre important de faux négatifs, mais aussi de faux positifs. Et donc, quand les arguments en faveur d'une origine ischémique sont présents, eh bien, le fait que l'épreuve d'effort soit négative, ou même si l'épreuve d'effort est positive, n'est probablement pas suffisant pour se permettre de s'arrêter là. Ceci explique que dans la majorité des recommandations actuelles, dans le cadre de l'angor stable, le coroscanner devient de plus en plus l'examen de première intention et l'épreuve d'effort classique n'est plus du tout recommandée. Deuxième point, le score calcique n'est pas un examen diagnostique. On ne fait pas de diagnostic sur le score calcique. Ce n'est pas parce qu'un patient a un score calcique élevé qu'il a forcément des sténoses, et ce n'est pas parce qu'il a un score calcique nul qu'il n'a forcément aucune lésion. Donc le score calcique, c'est uniquement pour la détermination du risque cardiovasculaire. Le coroscanner, contrairement à ce qui était enseigné il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, est à l'heure actuelle, sous réserve d'avoir une machine performante, tout à fait réalisable, y compris chez des patients très calcifiés. Vous avez ici, on avait un patient qui avait quasiment 600 de score calcique, on n'a eu aucun problème pour l'analyse du coroscanner. Enfin, dernier point très important, le coroscanner, certes, c'est les coronaires, mais ce n'est pas que les coronaires. Il y a beaucoup d'autres choses à analyser dessus. Alors évidemment, je n'en ai pas parlé ici, mais il y a toutes les découvertes fortuites au niveau pulmonaire, au niveau médiastinal, des nodules, des infections, des embolies pulmonaires, un pneumothorax, des dissections aortiques, etc., etc. Mais il y a aussi l'analyse cardiaque dans sa globalité et il est tout à fait faisable et quand on fait attention extrêmement fréquent de détecter des infarctus sur un scanner. Dans ce cas précis, cet infarctus n'était pas connu, il était passé inaperçu et le scanner nous a permis dans un même examen de confirmer la cardiopathie ischémique et d'en avoir l'étiologie avec la présence d'une sténose coronaire significative. Voilà, j'espère que ce dossier vous aura plu. Il a permis de démontrer de manière assez simple les avantages qu'on peut attendre du coroscanner. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.